Je voudrais aborder dans cette vidéo la question de la production d'informations sur les pratiques pédagogiques, que l'on parle ici de celle des enseignants ou de celle des formateurs. Évaluer des pratiques pédagogiques va consister bien évidemment d'abord à recueillir de l'information sur ces pratiques. Donc, à choisir ce que l'on appelle des indicateurs, c'est-à-dire des observables, des éléments, qui vont être jugés significatifs au regard des critères qui ont été choisis, pour estimer quelle est la valeur de la pratique pédagogique qui est évaluée. Or, c'est là, à propos de cette question des indicateurs, que résident sans doute les difficultés méthodologiques qui sont les plus importantes. En effet, cela suppose de pouvoir définir quels sont les indicateurs qui vont être représentatifs de la qualité de telle ou telle pratique pédagogique. Or, force est de constater que quand on regarde les outils d'évaluation abondamment utilisés habituellement, c'est les évaluations de fin de séquence en formation ou les questionnaires d'évaluation des enseignements par les étudiants, par exemple dans l'enseignement supérieur, force est de constater que dans ces documents, ce que l'on recueille, ce sont des jugements de valeur, puisqu'on demande aux personnes de donner leurs opinions. Et ces jugements de valeur sont évidemment juxtaposés, puisqu'il y a un nombre X de participants qui vont remplir le questionnaire, sans qu'on ait défini en quoi consiste la valeur d'une pratique pédagogique d'une part, et d'autre part, sans qu'on demande aux personnes qui expriment leur opinion sur quoi se fondent leurs opinions, puisque le principe de ces documents, c'est de proposer des items, et à propos de ces items, on va définir des niveaux d'appréciation. Si je prends par exemple une évaluation des enseignements par les étudiants, bon, c'est celle de l'université de Clermont que j'ai sous les yeux, on va demander un niveau d'appréciation en cochant une case qui va de très satisfait de pas du tout satisfait à très satisfait, pardon, à propos de différents items. Et on a donc la question qui commence comme ça. Globalement, êtes-vous satisfait de cet enseignement? Et êtes-vous satisfait du plan du cours et des objectifs de l'enseignement, des documents, des outils mis à disposition, etc., etc., etc. Toutes choses qu'on retrouve également dans la formation d'adultes, où on va, par exemple, j'ai sous les yeux un document d'évaluation de fin de formation, où on demande de placer sur une échelle d'appréciation qui va ici de 0 à 10, l'efficacité des méthodes et des techniques pédagogiques utilisées, la structuration, la qualité des connaissances apportées, la précision, la clarté des objectifs, etc., etc., etc. On a là un recueil d'opinions. On n'a en aucun cas ici une évaluation des pratiques, puisque on n'a pas d'informations sur les actions pédagogiques. Il y a un deuxième document dans lequel on va retrouver cette difficulté contournée, qui est celle des rapports d'évaluation, qui vont compiler tout un tas d'informations, décrire ce qui s'est passé, et ensuite terminer par un bilan ou une conclusion. Mais là aussi, à aucun moment n'est définie précisément la qualité de la pratique pédagogique attendue, les indicateurs, les critères sur lesquels on s'appuie. Or, une activité pédagogique, un travail pédagogique, pour pouvoir s'évaluer, devrait reposer sur des descripteurs de ces activités, des descripteurs concrets, sur les activités du formateur, mais pas seulement. Les activités du formateur et du formé. Puisque pour pouvoir juger, pour pouvoir évaluer une action pédagogique, il va falloir avoir des informations sur ce qui se passe
entre l'enseignant, l'étudiant, le formé, le formateur, hein, puisque, a priori, une pratique pédagogique efficace est une pratique pédagogique qui a des effets, c'est-à-dire qui aboutit à une modification de comportement repérable chez les formés ou chez les étudiants. Donc, ça suppose pour ça d'avoir des descripteurs non seulement sur les activités concrètes des formateurs, mais également sur les activités concrètes des étudiants et des formés pendant la séquence pédagogique. Donc, ça veut dire également qu'il faut des descripteurs sur les échanges, puisque les situations de formation comme les situations d'enseignement reposent sur des échanges verbaux qui jouent un rôle très important dans l'acquisition des connaissances. Donc il faut là aussi des descripteurs là-dessus. Et puis, troisième chose, il me faut également des descripteurs sur ce que je pourrais appeler les auxiliaires pédagogiques qui ont été utilisés, c'est-à-dire les outils, les supports, les moyens, etc. Tout ça devant me permettre d'avoir donc des informations que je vais pouvoir ensuite traiter, puis analyser et interpréter en fonction des modifications de comportement qui ont été repérables. Ça me permettra d'inférer en tant qu'évaluateur s'il y a eu acquisition ou pas d'apprentissage, de compétences, de connaissances, etc. Et par conséquent, d'évaluer la qualité de la pratique pédagogique. Vous voyez qu'ici, on est très 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 loin de ce qui se fait dans la plupart des évaluations des enseignements par les étudiants ou des évaluations dites à chaud ou de fin de séquence en fin de formation, où on se contente de demander quelle est l'opinion de la personne, et elle exprime cette opinion selon une échelle d'appréciation. Donc, première chose, il va falloir d'abord définir très précisément les indicateurs concernant donc trois choses. Il me faut des indicateurs sur les activités concrètes des formateurs, des enseignants d'un côté, des étudiants, des formés de l'autre. Il va me falloir des indicateurs sur les échanges, et il va me falloir des indicateurs sur les outils, les supports pédagogiques qui ont été utilisés. Donc, à partir de là, je vais pouvoir avoir maintenant une réflexion sur le recueil des données. Alors, si on fait un inventaire des recueils de données possibles et réellement utilisés, qu'est-ce qu'on trouve? Premier type de recueil, qui n'est pas le plus fréquemment utilisé, encore que, c'est le recueil de données préexistantes, c'est-à-dire que dans le courant de l'activité d'enseignement, dans la séquence pédagogique, que ce soit de l'enseignement ou de la formation, on va recueillir les informations produites par les participants parce qu'ils ont fait des schémas heuristiques, par exemple, pris en note un certain nombre de choses, fait des affiches, etc., etc., etc. Cet usage pose au moins deux problèmes. Premier problème, c'est que on est sur des informations qui n'ont pas été produites pour l'évaluation. Donc du coup, d'un point de vue méthodologique, il y a quand même une certaine incohérence à utiliser ces informations. Et d'autre part, il y a une deuxième chose qu'on n'aura pas, c'est que ces productions ont été faites à tel ou tel moment de la séquence pédagogique. Et ça, on ne le sait pas. Et pour pouvoir analyser, interpréter ces informations, j'aurais besoin de savoir à quel moment pédagogique ça appartient. Deuxième moyen pour recueillir de l'information, qui n'est pas non plus le plus souvent utilisé, même si parfois ça se produit, c'est par le biais de l'observation. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui va venir observer la séquence pédagogique et qui va, à partir de là, recueillir de l'information.
Donc là, cette pratique-là soulève deux types de questions. Première chose, quand je fais de l'observation de séquences pédagogiques, je ne peux recueillir que des observables qui sont manifestes, extérieurs. Or, la plus grande partie de l'activité, qu'il s'agisse de l'activité pédagogique de l'enseignant, du formateur, ou de l'activité d'apprentissage du formé, elle est implicite, je ne la vois pas. Hein. Et d'autre part, se pose bien évidemment la question de l'influence de la présence de l'observateur sur les réactions des participants à la situation. Troisième outil, qui est celui qui est le plus utilisé, c'est donc par celui-là que je termine, c'est la production de discours. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va faire passer un questionnaire. Parfois, dans certains cas, ce qui existe, c'est la pratique d'entretien individuel, voire également l'entretien avec le groupe. Alors, c'est vraiment la pratique la plus courante, hein, qui est de faire l'évaluation de la pratique pédagogique par les participants, c'est-à-dire ici par les formés ou par les étudiants, pas par le principal producteur d'action pédagogique, qui est le formateur ou l'enseignant. Alors, ça pose déjà une question. D'autre part, cette pratique, si elle s'est tant développée, c'est que c'est évidemment la moins coûteuse, en temps comme en argent, et c'est celle qui produit le plus d'informations, puisque ça suppose tout simplement de faire passer un questionnaire ou de faire écrire les gens, et là, du coup, on a un volume d'informations qui peut être considérable, suivant le nombre d'items et le nombre de questions. Ce sont aussi celles qui permettent d'approcher de manière la plus directe le vécu de l'action, le retentissement psychologique de cette action. Hein. C'est-à-dire que ça va permettre d'obtenir des informations spécifiques en termes d'attitude, hein, c'est-à-dire de ressenti. C'est aussi leur principale limite, puisque ça ne permet pas d'accéder directement aux faits. En toute rigueur, ces informations qu'on obtient, ce ne sont pas des informations sur ce que les participants font, mais sur ce qu'ils disent qu'ils font, et sur ce qu'ils disent qu'ils ressentent. On a là un biais considérable, hein, qui explique que, par exemple, vous pouvez avoir, pour un même enseignement ou pour une même action de formation, des avis extrêmement divergents entre les participants. Et une difficulté méthodologique qui va être majeure dans l'exploitation, puisque je n'ai pas accès, en tant qu'évaluateur, aux éléments sur lesquels se fonde l'opinion des personnes, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à leurs critères. Je ne sais pas sur quoi elles se fondent. Donc, difficile, à partir de là, de trancher, sauf ce qui se fait la plupart du temps, mais c'est tout simplement de voir la proportion d'avis positifs ou négatifs. Voilà. Mais ça donne des informations sur les ressentis, mais en aucun cas sur l'efficacité des actions pédagogiques, et encore moins sur les actions pédagogiques elles-mêmes. Et donc, c'est ces informations qui donneront lieu ensuite à l'activité proprement dite d'évaluation, c'est-à-dire, d'une part, le traitement, hein, qui se fait de manière quantitative, puis ensuite l'analyse et l'interprétation, qui se fait à partir des critères, des référents théoriques et des intentions d'évaluation.